Salut à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 14 des rétrospectives NBA 2025. Aujourd'hui, le grand match. Nous sommes le 19 novembre 2024 et c'est le match où Boston met fin à l'invincibilité des grands Cavaliers qui avaient commencé la saison très fort. Match de la NBA Cup, donc c'est aussi pour ça que vous voyez à quel point le parquet est moche. Et donc on enchaîne directement. On commence directement même avec pick and roll Mitchell et on va venir tester que va faire Boston au niveau des pick and roll puisque Porzingis n'est pas là. Alors Ford est titulaire en tant que pivot. Donc le doute c'est est-ce qu'ils vont passer directement en switch all ou pas. Là c'est pas le cas, il reste en drop, on laisse venir, on laisse rentrer dans la raquette. Donc Mitchell prend le flotteur et le marque. Ça commence bien pour les Cavaliers et de l'autre côté en revanche, on est sur un switch all avec un très bon mouvement à la fin de Horford pour un cut dans le corner, 3 points dans le corner de Jaylen Brown, manqué mais voilà, on est aussi sur deux équipes qui pratiquent beaucoup de switch de manière très importante. Et là, notamment, ce que va faire Boston avec Tatum et Derrick White, vous le savez, le classique, le pick and roll entre ces deux-là, c'est pour tenter d'obtenir un switch ou pour punir des pick and roll entre petits, on va dire entre deux petits défenseurs. On implique Mitchell et Garland et surtout, en fait, White va glisser l'écran. Hop, regardez, il va vite, je glisse l'écran plutôt que poser un vrai contact. Je glisse l'écran et comme ça, il part dans le dos avant Mitchell. Donc, il y a ce côté décalage facile qu'on obtient sur l'écran glissé qui est le contre-move au switch. Vous le savez, quand on change sur les écrans, un des contre-moves, c'est soit le pull-up à 3 points, on le verra, soit le fait de glisser l'écran et partir dans le dos, ce qui fait que le switch n'a pas le temps de se faire correctement. Et puis on enchaîne de l'autre côté, de nouveau on va cibler à Horford, mais cette fois ça vient aider au panier. Donc cette fois c'est pas Mitchell, c'est Garland qui va attaquer. Vous voyez le drop pour l'instant de Horford qui reste en retrait par rapport au niveau de l'écran. On laisse venir, fin de flotteur qui vient fixer Horford, mais Tatum vient mettre la main. Et c'est aussi le problème, c'est qu'on a un Jarrett Allen qui est pas non plus un bon shooter, donc là ce qui permet un peu à ce que finalement Tatum soit là. Et c'est vrai que niveau match-up défensif, je l'ai même pas apprécié, mais Horford on le met sur Mobley qui est la moins bonne menace de roll, de pick and roll bien sûr, comme ça il est un peu plus caché. Et de l'autre côté, la meilleure menace de pick and roll c'est Jarrett Allen, mais qui est défendu par Tatum, donc c'est la question des match-up défensifs. Et sur ce type de pick and roll, ça va switcher un peu plus facilement. Bah d'ailleurs, le voici aussi l'intérêt d'avoir Tatum poste 4 qui est sur le rollman, le meilleur rollman des Cavs. C'est ça l'intérêt, c'est que finalement le roll n'est pas là puisque on switch ces écrans, donc il n'y a pas de drop, il n'y a pas de alley-oop, etc. Et puis même de l'autre côté, vous voyez qu'en plus ça se finit avec donc double écran ici, un de Jarrett Allen et pas tellement un écran mais une course croisée d'un shooter. Mais surtout côté fort, on n'hésite pas à abandonner Evan Mobley dans le corner. Hop, on accepte totalement de donner ce tir parce que c'est pas totalement un vrai shooter. Heureusement, rebond offensif, mais Jarrett Allen n'en fait rien, donc on reste à 2-0 sur ce début de match. Tout début de match. On va essayer d'aller vite aujourd'hui parce qu'il y a quand même beaucoup à décortiquer. J'espère qu'on va être en dessous de la barre des 1h30 ou 2h, je l'espère. Et puis là, le classique également côté Boston, c'est juste, on donne la balle à Jaylen Brown qui va attaquer son mismatch. Et regardez l'espacement du terrain aussi, tout ceci est fait exprès. On met aussi de manière totalement volontaire, c'est Jrue Holiday qui est dans le corner, Holiday. Comme ça, l'aide au panier s'appelle Donovan Mitchell qui défend sur Holiday. Et donc forcément, c'est moins bonne qualité. Et puis extra passe. Voilà, ça c'est aussi vous le savez, l'attaque de Boston, elle est pas hyper complexe, mais elle est très méthodique, très je choisis tel mismatch, je choisis tel match-up, je le crée, et ensuite, une fois que le décalage est créé, c'est facile dans ce spacing d'aller le chercher. Et puis l'autre côté, vous avez vu que le pick and roll cette fois avec Jarrett Allen, mais ça ne mène à rien. Le but c'est d'aller un peu tester ceci. Donc vu qu'on sait que Tatum va switcher plus facilement sur le pick and roll et essayer de neutraliser le pick and roll on va dire classique où Jarrett Allen pourrait plonger au panier seul, là on le fait venir en mouvement. Garland, fin de tir, Tatum éliminé. Mais Garland qui ne peut pas finir à la fin de l'action, c'est un peu dommage. Mais c'est vrai que c'est intéressant comme concept parce que, comme dit, un pick and roll où ce serait Garland qui serait balle en main, ça switch un peu de manière automatique dans le périmètre et il n'y aura pas de décalage. Là, le fait d'arriver en mouvement, arriver lancé, en plus la menace de shoot fait que Tatum se fait avoir là-dessus. Donc voilà, le mouvement qui est un peu l'élément principal de l'attaque des Cavs qui va essayer de venir un peu tester ce switch. De l'autre côté, ça change de la même manière sur les écrans. Vous avez vu Tatum, Brown qui est au cœur de la défense, mais Mobley qui vient compenser, contester le tir. Et ça ne marche pas, alors qu'est-ce qui se passe? Le but c'est qu'on a Mobley sur Tatum ici même. Voilà, premier changement au niveau des pick and roll, de manière un peu automatique. Hop, soft switch de la part de Cleveland. Comme ça, pas de décalage, toujours pareil. Et puis, une fois qu'on a les deux, une fois qu'on a les Mitchell et Garland, pick and roll entre ces deux-là, ça switch à nouveau. Et là, vous voyez que à quel point notre ami Jaylen Brown va aussi relâcher à l'intérieur. Il pose l'écran, mais hop, vite, je pose l'écran et je mets entre Garland et le panier, plutôt que
plutôt que ici poser l'écran et rouler de l'autre côté, tourner. Là, il est dos à la ligne de touche et face à la ligne médiane. Bref, il roule, il prend la position préférentielle, mais heureusement, on ne voit pas avec la caméra, mais il y a Mobley qui vient depuis off-ball et comme ça, Garland peut être kick-out ailleurs. Donc voilà, les mécanismes de switch marchent également parce qu'on a quand même des Mobley et des Jarrett Allen en deuxième rideau pour colmater les brèches, pour faire des changements un peu subtils off-ball comme celui-ci. Hop, Mobley qui arrive. Et donc le panier n'est pas facile. Le panier n'est pas facile, il n'y a pas d'espace. Tir contesté, pull-up qui ne donne rien. Et puis de nouveau, Jaylen Brown qui va essayer d'attaquer le post-up. Ça marche pas sur Mitchell, on lâche la balle. Et cette fois, Tatum place le premier pas sur Jarrett Allen et va au panier. La faute et le panier. Voilà, très très cool. C'est aussi un des thèmes, vous le savez, avec Boston, c'est ce côté, parfois sur isolation, ils ont tendance à prendre des pull-ups à 3 points ou à 2 points plutôt qu'aller au panier. Là, cette fois-ci, l'angle de drive est ouvert, je place le premier pas, je vais au panier, et encore une fois, en plus, l'aide au panier, elle n'est pas de qualité. Pourquoi ? Parce qu'on a notre ami Mobley qui est coincé côté fort sur Allerford, donc il ne peut pas être au panier, puisque là, s'il vient aider, et en plus il le fait, il vient aider, mais on aurait éventuellement un 3 points ouvert, mais surtout, l'aide, ce qu'on appelle le low man côté faible, c'est l'homme le plus bas, mais côté faible, c'est Mitchell qui, l'aide au panier, elle n'est pas qualitative. Donc, là encore, on parlait de le switch, il faut le protéger, c'est un schéma très global de switch, c'est pas que au niveau du ballon, c'est aussi ce qui se passe derrière. L'isolation, c'est pareil, c'est pas que ce qui se passe au niveau du ballon, c'est aussi comment est-ce que tu structures ton terrain, comment est-ce que tu organises le terrain pour faciliter ou pas le 1 contre 1, le drive et l'isolation. Donc panier et 3 points même avec le end one pour Boston et Tatum. Et puis là, pick and pop qu'on laisse ouvert pour Mobley. Voilà, clairement il y a un thème. Vous le voyez ce thème, piquant dans la 2 écrans avec les 2 bigs. Garland qui va négocier ces 2 écrans. Un premier, Jarrett Allen ne pose même pas le deuxième. Et vous avez vu que ça ne switch même pas. Hop, j'enlève des passes sous l'écran. Alors Ford descend pour couvrir un peu le rôle de Jarrett Allen. Et on est totalement content de laisser ce genre de tir à Evan Mobley tant qu'il ne l'enchaînera pas 3, 4, 5 saisons à 38% à 3 points sur un bon volume. Mais pour l'instant, on est totalement enclin à laisser ce tir-là. Et puis là, encore une fois, comment est-ce qu'on organise le terrain ? Hop, en transition. Vous avez vu, alors c'est pas le bon match-up. Je précise aussi que Sam Merrill joue, mais Okoro n'est pas là sur ce match. Ça a été aussi une grande absence de ce match parce que c'est le meilleur défenseur d'elle, Okoro. Donc, forcément que ça a joué sur ce match-up-là. Mais surtout, donc, une fois qu'il a son match-up favori, Sam Merrill, le plus petit, il va l'attaquer. Tout le monde descend. Donc, c'est quasiment un 1 4 flat. 1 en haut, 1 et fort. Chiffre 4, pardon pour l'accent, à plat en bas. L'idée, c'est qu'on libère un peu les ailes. Ou en tout cas, quand ça vient aider, on a un shooter à une passe près. Voilà, Mitchell s'endort un peu. Mitchell avait voulu un peu rétrécir le terrain en tête de raquette pour venir aider. Il y a un espèce de mini-mur ici. Donc très bonne action. Tatum, kick out, catch and shoot à 3 points. Et ça, on est totalement content. Et à la fin, je sais pas si vous avez vu, mais Mitchell a dit oui, c'est pour moi, désolé. Et puis là, de nouveau, une petite action sympathique en horns. 2 dans les corners, 2 en tête de raquette et 1 tout en haut, voilà, avec une action qui va se passer ici côté faible du Horns, qui est un peu un leurre, parce qu'en fait la vraie action c'est un dribble hand-off ici même. Donc regardez, il y a 2 actions en même temps sur le côté droit et côté gauche. Tout ceci est en même temps. Le problème c'est que voilà, le fait d'avoir Tatum sur Jarrett Allen, encore une fois, ça permet de switcher très facilement ce pick and roll 1-5, pick and roll le meneur pivot. Et donc le switch veut dire pas de décalage, pas de pull-up à 3 points, pas de roll au panier, etc. C'est aussi la valeur structurelle d'un mec comme Tatum, capable de défendre un peu des pivots qui ne s'appellent pas Jokic ou Embiid, c'est que ça permet d'annuler complètement ce pick and roll 1-5. CF d'ailleurs, les finales NBA 2024 où il s'est passé pareil. On a réussi à placer Tatum sur Gafford et Lively, ce qui permettait que là, quand Doncic sortait de l'écran, on n'avait pas le rôle comme en finale de conf où ça pouvait plonger au panier, aller hoop, etc. Non, là il se passe rien. Et donc on enchaîne pick and roll entre petits, non, isolation. Et c'est aussi une des faiblesses de Cleveland, pour le coup, c'est ce côté où quid, moi je me posais la question toute la saison. Bon, on n'a pas trop vu en playoff, ils se sont fait éliminer un peu trop tôt sur un manque de réussite au tir, mais il y avait un peu ce truc dans le futur affrontement entre Boston et Cleveland de à quel point est-ce que les Cavs sont capables de punir les switches justement de la part de Boston, à quel point est-ce qu'ils ont cette force de frappe en 1 contre 1. C'est un peu le doute que j'ai et que j'ai encore sur les Cavs entre Mitchell, Garland et même Mobley. Et puis là vous avez vu aussi un Mobley à la fin de l'action qui se fait abandonner à 3 points, alors que là ici hop, balle au posto pour Tatum avec un split de l'autre côté, un écran pour plonger au panier pour Derrick White, il le fait. Jarrett Allen n'ose pas switcher, Garland non plus, en tout cas il n'y a pas de switch pour le coup. Côté faible ici, Mobley ne va pas aider franchement. Donc la passe glissée au panier, heureusement. Très bon retour de Garland, mais deuxième chance sur l'espèce de rebond offensif, kick out. Holiday à 3 points, qui se fait aussi contrer parce que Sam Merrill il revient bien dans l'action.
Et enfin, la paire de balles. Voilà, on a enfin une paire de balles après tout ceci, tout ce cirque. Mais voilà, le niveau d'effort des Cavs est aussi très très bon. Hein. Pour le coup, vous voyez Garland ici, Mobley qui vient aider au panier une deuxième fois, Jarrett Allen qui va faire le close-out ici sur un shooter. Donc tout le monde compense. Mitchell va monter sur le mec qui a été abandonné par Allen. Sam Merrill compense ici côté faible et puis redescend dans le corner. Voilà, c'est quand même très bien, c'est pour ça, c'est pas pour rien que les Cavs étaient invincibles jusqu'ici. Alors je sais plus combien c'était, 17, 18, 19, je ne sais plus exactement le nombre de victoires. Et puis là, juste en semi-transition, même en transition, même on peut dire carrément contre-attaque, petit écran glissé. Donc vous voyez, là on le voit bien. On voit bien à quel point le switch est un contre-move l'écran glissé est un contre-move au switch précisément. Donc là, Derrick White qui, a priori, sur Sam Merrill, Jrue Holiday sur Mobley. Jrue Holiday va prendre Sam Merrill, on le voit ici, sauf que là, de facto, ça fait un espèce de 2 contre 1, vu que l'écran est glissé. On part vite dans le de la défense, c'est ce qui est fait. Et puis après, une fois qu'on a le surnombre et le décalage, passe facile. Donc voici, remise en jeu, ligne de touche. Mobley qui défend Jaylen Brown. Et voilà, ça c'est peut-être un peu le truc qu'on n'aime pas trop chez Boston. C'est parfois cette tendance à se reposer un peu trop sur des pull-ups à 3 points ou des pull-ups lointains quand on est sur un contre 1. Plutôt que se dire, allez, on va tester un peu la raquette, on va driver jusqu'en dans la raquette, voir s'il y a une aide qui vient, ou alors même soit scorer au panier, soit faire un kick-out à 3 points quand l'aide se déclenche. C'est vrai que ce côté pull-up est parfois un peu agaçant, mais c'est vrai que du côté des Cavs aussi, ça peut être le cas, mais c'est un peu la caractéristique de Boston, hein, ce côté trop de 3 points, et pas que des 3 points en catch and shoot. Les 3 points de catch and shoot de spacing, ça, c'est très très bien. C'est plutôt les pull-up le problème. Mais bref, de nouveau, vous avez vu un espèce d'écran glissé, même un ghost screen, on pourrait presque dire, il n'y a même pas d'écran, hop, course croisée de la part de Jarrett Allen, voir si ça switch ou pas. Ça ne switch pas, mais Mitchell qui ne sert pas à temps, dommage pour ce rôle. Donc on rebascule de l'autre côté. Mitchell, deuxième chance, avec Sam Merrill cette fois-ci, il prend pas l'écran, il part de l'autre côté. Et je le disais, voilà, les Cavs ont aussi un peu cette tendance de pas arriver, de pas tout le temps aller au panier, mais de préférer un peu les pull-ups. Faut dire aussi que là, pour le coup, Jrue Holiday reste très très bien accroché, contestation de tir du pull-up. Donc il y a, voilà, c'est pas pareil pour le coup ici où Mitchell n'a pas pu dépasser le premier rideau qui est un premier rideau de très très grande qualité. Et puis la petite en transition, vous voyez qu'on pose l'écran très tôt dans la possession, tout le monde n'est même pas encore revenu. Early offense, on attaque. Cette fois, on reste en drop côté Allerford, pas de switch, donc je vais dans la raquette, mon flotteur. Et puis voilà, ça c'est un point facile avec le rythme qui est mis sur du demi-terrain, voire de la semi-transition. Et puis là, en effet, cette fois, Tatum va au panier, kick out, Allerford, 3 points, et bingo. Voilà, vous voyez un peu la différence entre, au niveau probabilistique, la différence de qualité et la différence de chance de mettre un pull-up à 3 points est beaucoup plus faible qu'un catch and shoot à 3 points. Même comme ça, un espèce de semi-ouvert à peine. Et donc, voilà, ça c'est le Boston qu'on aime bien, c'est-à-dire on va chercher le switch, Sam Merrill, et une fois qu'on l'a, on recule, on fait le spacing et on vient attaquer. On attaque en drive, il va jusqu'au panier, l'aide se déclenche, donc kick out, bonne lecture, puisque là, il y avait éventuellement Jrue Holiday sous le panier, mais Mobley a compensé, il avait coulissé. Kick out, parfait, en rythme, le catch and shoot, génial. Et donc Boston qui a déjà 10 points d'avance, 8-18, il reste 5 minutes dans ce premier quart-temps. De nouveau, on va tester Allerford qui reste en drop, donc le flotteur est ouvert. Le seul problème, c'est que, pour l'instant, on les met pas trop ces flotteurs, c'est un peu dommage. Mais côté Boston, on continue à ne pas vouloir switcher. On va garder cette couverture plutôt traditionnelle pour l'instant et ne pas offrir Allerford en mismatch pour Mitchell, pour Garland, qui pourrait un peu le punir sur des 1 contre 1 éventuellement. Donc voici, et puis toujours de ce côté-ci, les Cavs piquent dans la bonne défense de Jrue Holiday. Poste d'écran avec cette fois c'est George Niang. Il y a d'ailleurs, j'ai pas dit, mais il y a ni Okoro mais ni Max Strus aussi non plus sur ce match. Donc c'est aussi un absent de marque. Max Strus qui est le pivot, le poste 3 titulaire de cette équipe. Cette fois-ci, ça switch, vous avez vu, on a marre de considérer le flotteur, donc ça switch. Aussi parce qu'on est en fin de possession. C'est aussi la différence qu'il faut faire toujours. Quand on est en fin de possession, les équipes sont quand même plus enclins à concéder ce mismatch, à switcher, parce qu'on se dit, bon, mais voilà, là, typiquement, il reste 5 secondes, il n'aura peut-être pas le temps de l'exploiter totalement, ou bien ce mismatch, donc le switch a donné ce 1 contre 1, et Garland n'a pas pu punir, un peu le point de bascule dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire à quel point est-ce que Garland et les Cavs peuvent punir et ont cette force de frappe en 1 contre 1. Là d'ailleurs, vous avez vu, remise en jeu, ligne de touche, ici même, hop, 2 écrans pour Garland qui récupère le ballon, un premier écran ici et un jeu de main à main. Voilà, ça switch côté Boston. Tatum se retrouve sur Garland, donc un premier rideau compliqué. Donc on vient re-switcher avec Ty Jerome qui apporte un écran et apporte Peyton Pritchard dans l'action. Ça switch, mais sauf que Tatum reste un peu trop
un peu trop près de Garland. Ici même, il fait un gamble, il fait un pari risqué défensif. Donc, kick out pour Ty Jerome qui a le décalage. Et il peut aller l'exploiter dans la raquette, le flotteur. Parfait. Bah, ça se joue pas à grand chose, mais on est aussi sur ce genre de détail où quand Tatum met un peu trop de temps à suivre un peu son shooter, son joueur en tout cas, il zone un peu trop loin là, il zone un peu trop loin de son joueur et il est un peu trop proche de Garland. Hop, tu es puni directement dans cette attaque à mouvement. Et Ty Jerome qui, une fois que tu as le décalage, c'est facile de l'exploiter. D'où l'importance aussi d'avoir plusieurs porteurs de balles en même temps sur le terrain. C'est aussi l'intérêt. Parce que là, Ty Jerome peut driver jusqu'au panier, en tout cas jusque dans la raquette, mettre son flotteur, là où peut-être un mec de catch and shoot n'aurait pas pu. Et puis la panier manquée, vous avez vu, mais encore un tir de bonne qualité généré par les Boston Celtics. C'est une RAM action, donc RAM ici, c'est une pose d'écran pour Nemaskita qui va lui-même poser un pick and roll. Voilà, donc RAM action, c'est pourquoi? C'est pour ralentir, pour gêner d'entrée de jeu Jarrett Allen. Comme ça, il va arriver sur le pick and roll qui est la vraie action, mais déjà un peu en retard. En plus, vous avez vu que l'angle de l'écran est changé au dernier moment, c'est-à-dire que on va vers la main droite de Tatum, mais en fait non, on change, hop, main gauche au dernier moment. Ça monte assez haut sur l'écran. Jarrett Allen monte très haut parce que menace de pull-up à 3 points. Donc Jarrett Allen est obligé de monter haut pour empêcher ça. Et le problème, c'est que Ty Jerome derrière, qu'est-ce qu'il fait? Plutôt que de switcher et de continuer à venir couvrir le rôle ici et de laisser Jarrett Allen en switch, il revient aussi sur Tatum. Donc Tatum, 2 contre 1 sur moi. 2 sur moi en tout cas, je libère et derrière, le surnombre est facile pour les Celtics qui vont juste chercher le shooter ouvert sur ce côté. Hop, regardez. 2 contre 3 sur ce côté faible. Bonne lecture de Nemaskita qui est très bon aussi sur ses passes en short roll. Le short roll, c'est ce qu'on appelle le roll, pas complètement au panier, mais dans la mi-distance et ensuite prendre la décision en mouvement de driver ou de faire l'extra passe du pick and roll. C'est ce qu'on appelle le short roll. Et puis de l'autre côté, le minivan est sur le terrain. Donc très simplement, petit pick and roll entre Garland et le minivan George Niang. Voilà, on l'installe au poste bas une fois qu'on a obtenu le switch. Peyton Pritchard. Et là, c'est facile. Et c'est aussi l'intérêt d'avoir ce genre de joueur un peu à mismatch quand on va cibler un petit Pritchard. Effectivement, il est meilleur en spacing, George Niang, mais il peut aussi parfois faire ce genre de post-up. Et puis là, vous l'avez vu, un petit, peut-être vous l'avez pas vu d'ailleurs, petit switch assez subtil pour le coup. Donc à la base, George Niang qui défend sur Tatum, c'est un peu risqué, mais on va voir ce qui va se passer. Donc Niang en premier rideau. Pick and roll qui va venir, non pas pick and roll plutôt, juste isolation, il attaque, il fait la bonne chose d'ailleurs puisque George Niang est très très agressif, très haut, donc hop, je prends un revers et j'attaque le panier, j'y vais et vous allez voir que il va y avoir un switch avec Mobley qui va coulisser sur le drive et George Niang qui va lâcher Tatum pour aller sur Nemaskita. Je le mets un peu au ralenti, vous allez voir, ce qui va en fait empêcher Tatum de pouvoir faire la passe éventuellement sur Nemaskita et également la rotation permet aussi de mieux contester le tir au panier. Mobley, magnifique. Donc voici, on reste à 20-16, plus 4 pour Boston en cette fin de premier quart-temps. Cette fois-ci, c'est Derrick White à la baguette. Voilà, et on obtient George Niang en défense sur Pritchard. Non, finalement, on va exploiter l'autre mismatch qui est Tatum défendu par Ty Jerome. Et c'est facile. Et vous voyez à quel point c'est facile quand on va au panier, quand on attaque les mismatchs au panier. Alors Tatum est où à la base? Regardez, il est où? Il est dans le corner, il est défendu par Evan Mobley. Donc on fait plein d'actions ici qui va créer des switches et le problème c'est que, regardez, comme tout à l'heure, on a Evan Mobley qui veut faire un scram switch, c'est-à-dire que là sur l'action, sur le ballon, on a Ty Jerome qui se retrouve sur Nemaskita après l'écran, donc c'est un mismatch, Mobley va prendre Nemaskita, il revient à l'intérieur pour supprimer ce mismatch-ci à l'intérieur, sauf que le problème c'est que notre ami Ty Jerome il est kick-out sur un attaquant encore plus dangereux, sur Tatum, donc mismatch créé et ensuite on l'attaque. Très facile, aide au panier de Mobley mais qui mord sur la feinte. Voilà, donc c'est un peu dommage parce que pour le coup à quel point est-ce qu'on aurait plutôt préféré vivre et mourir potentiellement, mais tenter le coup avec plutôt Ty Jerome qui défend Nemaskita, c'est pas le cas, on fait le fameux kick out switch off ball pour supprimer ce mismatch, mais il y en a un autre, et une fois qu'on l'a, Tatum va au panier facilement dans ce spacing. La clé est le spacing de Boston qui permet de mieux attaquer ces mismatchs, en tout cas quand il décide d'aller au panier. Et puis là, très simplement, Ty Jerome à la baguette, double écran, en tout cas c'est une feinte de double écran, parce qu'en fait c'est juste un pick and roll ici. Non, en fait non, cette fois il y a double écran, il n'y a pas une course croisée, il y a un vrai double écran, pardon. Donc 2 écrans pour Ty Jerome qui va débouler sur la main droite. Le switch se fait un peu de manière tardive, je pense que justement, d'habitude, Mitchell ne pose pas l'écran, mais il ressort à 3 points. Ici, juste, il fait une course croisée. Donc je pense que Derrick White est un peu soucieux, il veut pas trop lâcher Derrick White. Donovan Mitchell, donc il réagit un peu tard, il ne switche pas sur Ty Jerome assez vite, donc il y a de l'espace, Jerome pénètre, et derrière le roll au panier facile de Evan Mobley dans son dos.
Donc voilà, ce genre de petit pick and roll un peu subtil, avec des changements, des angles, parfois une option, parfois l'autre, parfois un écran, parfois un pick and pop, etc. etc. Et puis là, de l'autre côté, toujours Tatum à la baguette, défendu par Mobley de base. Donc le match-up principal de Tatum reste Mobley, qui est le pivot, mais qui est très mobile. Et vous voyez à quel point aussi pourquoi on fait ça. Parce qu'il arrive à stopper la pénétration et à bien contester le tir. Donc niveau isolation, c'est cool. Et donc qu'est-ce qu'on fait? Action d'après, bon, on fait un écran. On fait un écran pour essayer de sortir Mobley de ce match-up. Voilà, les Cavs qui vont switcher. Donc Mobley se retrouve sur Derrick White. Malheureusement, on n'a pas pu exploiter ça parce que parce que presque turnover après que White soit tombé. Et donc Pritchard va venir sauver un peu l'action ici facilement. Voilà. Ça fait du bien quand même d'avoir un petit Peyton Pritchard sur le terrain. Et là encore, l'avantage d'avoir plusieurs porteurs de balles sur le terrain en même temps, Tatum, Derrick White, Pritchard, bah c'est bien parce qu'il y a toujours un qui peut sauver la possession. Et là, excellent drive face en plus un bon défenseur, Craig Porter Jr. qui est plutôt un bon défenseur du poste 1, qui joue beaucoup sur ce match, qui va être un peu un élément clé, vous allez voir, du comeback. Mais là, Pritchard fait un peu ce qu'il veut, il va dans la raquette. Et donc on est à 24-20. 1 minute restant dans ce premier quart-temps, et cette fois c'est Mitchell qui va chercher son mismatch, qui l'attaque, et malheureusement le layup est manqué, mais il est à la base défendu par Derrick White. Écran de Niang, switch automatique. Là encore, pourquoi est-ce que ça switch automatique? Pourquoi est-ce qu'on fait un soft switch? Parce qu'imaginez, si les deux restent sur Mitchell, si là Derrick White était venu aussi sur Mitchell, on aurait eu un pick and pop ouvert pour Niang. Donc ça, on veut pas. Et donc le switch permet de ne laisser aucun décalage sur l'action, aucun avantage, aucun espace. On change, on te force, on t'attire sur des 1 contre 1. Sauf que le problème, c'est que à la fin le tir est manqué, mais niveau process, vous voyez à quel point Mitchell arrive à facilement éliminer et dépasser pour aller au panier Sam Hauser. Même pas trop d'aide au panier, juste un layup un peu manqué, c'est dommage. Et puis de l'autre côté ici, bonne action qui est totalement absorbée, et turnover de Nemaskita. Mais l'action était pas mal, c'est en semi-transition. Ici très rapidement, très tôt dans la possession, un écran hop qui va remonter pour Pritchard. On va tester un peu que fait la défense. Est-ce que Niang va monter ou pas? Notre ami Porter Jr. est pris dans l'écran ici même, donc Niang va monter pour empêcher le 3 points de Pritchard, qui va libérer par-dessus parce qu'il a 2 défenseurs sur lui. Bonne rotation de Mitchell qui vient depuis le côté faible, attend. Ici même, regardez, Mitchell qui va venir, attend, et donc hop, Kita qui s'en mêle un peu les pinceaux dans tout ça. Il finit par faire un marché. Et voilà, perte de balle. Donc les schémas défensifs des Cavs sont quand même pas mal. On parle beaucoup de l'attaque, mais la défense est quand même pas mal du tout aussi, rappelons-le. Et puis la Ty Jerome, l'homme ambidextre qui peut driver main droite, main gauche, finir main droite, main gauche, qui peut faire des passes main droite, main gauche, qui peut tout faire. Il n'a pas de côté fort, mais côté défensif de Boston, ça marche plutôt pas mal aussi. Et on force un tir en fin de possession. Ty Jerome pick and roll avec Craig Porter ici. On obtient le switch Nemaskita, mais Nemaskita tient plutôt bien face à Ty Jerome, il est très mobile. C'est aussi l'intérêt de Nemaskita en tant que 3e homme de rotation. Il est très mobile, donc il participe un peu à ces schémas en switch all. Et derrière, le ballon tourne, mais le chronomètre aussi, et donc un mauvais tir de Evan Mobley. Et puis dernière possession du premier quart-temps, toujours Boston à +4. Derrick White, que va-t-il faire? Il a George Niang. Et on va pause d'écran de Tatum pour aller cibler George Niang. Et ça marche presque. Le 3 points n'est pas rentré, mais est-ce que Nemaskita va arriver à scorer? Non, Sam Hauser y arrive, voilà. Sam Hauser qui nettoie un peu tout ça lui-même, pour le coup. Voilà, tout ça part du fait aussi que on va avoir un Tatum en poseur d'écran, et encore une fois, encore, regardez le secret pour battre un switch. Regardez à quel point Tatum pose l'écran, mais garde la position devant. Il est devant, et donc en effet, là, il peut rouler au panier facilement, personne n'est devant lui. Donc l'avantage est créé, forcément. Le fait d'avoir cette position préférentielle fait que les aides au panier à court, et donc excellente passe de Tatum là sur le short roll. Hop, bonne décision de faire l'extra passe vers le mec qui a été abandonné pour la rotation qui va vers lui, et derrière un peu de chance sur le rebond offensif, et Sam Hauser qui vient mettre le panier pour +6, 26-20 sur cette fin de premier quart-temps. Donc début du second quart-temps cette fois-ci, et on commence avec un système pour Sam Hauser, mais qui est bien défendu. Regardez, on démarre à ligne de fond. Il est là, il est dans le corner même, et c'est un stagger, donc sortie d'écran, double sortie d'écran pour Sam Hauser qui va prendre ces 2 écrans. Mitchell contourne les écrans pour arriver à temps sur l'action, en tout cas il contourne le premier, il prend le deuxième, mais heureusement Craig Porter ici va faire un stunt, il abandonne le passeur pour venir boucher un peu l'espace, et donc c'est ce qui permet que le 3 points ne peut pas exister sur cette sortie d'écran. Bonne défense des Cavs et de Craig Porter, et puis donc on enchaîne sur une autre action, vous avez vu, hein, immédiatement pick and roll, switch automatique de la part des Cavs, et donc cette fois on a Mitchell qui défend Derrick White, c'est un peu dangereux. Que va-t-il faire Derrick White? Pull-up, et pas de faute. Je crois qu'il demandait peut-être une faute éventuellement. Mais en tout cas, bonne défense
de Mitchell, un peu dangereuse, mais je crois qu'il y a faute. Ouais. Je crois qu'il y a faute. En tout cas, encore un pull-up. Et sur la deuxième chance, boum, le 3 points. Donc là, on voit quand même, ça commence à s'accumuler. Le fait que on a quand même des rebonds offensifs, hein, pour le coup, qui font un peu mal à la défense. Et en effet, ça vient aussi du fait que Mobley défend sur Jaylen Brown pardon, sur l'action. Et donc le côté faible, regardez, c'est Sam Merrill et George Niang qui essayent un peu de protéger le rebond. Et donc Nemaskita peut faire une action et on obtient un 3 points. Donc ça fait quand même 5 points d'affilée pour Boston sur finalement des rebonds offensifs qui sont aussi la conséquence de ces schémas très petits et très dynamiques de Cleveland qui a Mobley sur le terrain en pivot, mais qui se fait balader un peu sur les ailiers adverses, hein, sur Tatum, sur Jaylen Brown, donc il n'est pas forcément au panier. Donc la conséquence, c'est que tu es fragile au niveau du rebond offensif adverse. Bref, avançons, sortie d'écran pour Sam Merrill qui redonne immédiatement la balle. Voilà, et Craig Porter qui va... Autre action ici, hein. Vous voyez, une deuxième sortie d'écran pour Mitchell, et en même temps, Sam Merrill qui va aller au panier ici pour un cut. Ce qu'on appelle la mover blocker offense de l'époque d'ailleurs de McCollum et Lillard, à l'époque de Portland, de Terry Stotts, le coach Terry Stotts, c'était beaucoup ce genre de truc. Hein. Vous voyez le mouvement circulaire, un qui remonte, un qui redescend, mover blocker offense. Sauf que, que fait Boston? Ils ont leur pivot sur ce qu'on appelle un non-shooter, enfin ce qui est un non-shooter, un shooter pas top en tout cas. Boston adore déployer son pivot, donc là Nemaskita sur un non-shooter pour lui dire en fait tu l'abandonnes et tu aides au panier, c'est l'idée. Sauf que cette fois, Craig Porter le punit en prenant le pull-up et en le mettant. Mais voilà, c'est un peu, ça c'est le classique, hein. Côté Boston, soit Porzingis, que ce soit Sam Hauser, Luke Cornett, pardon. Donc Luke Cornett, Nemaskita, Porzingis, même Al Horford, on aime bien les mettre sur des non-shooters, comme ça on leur dit tu rôdes au panier, tu abandonnes ce non-shooter. C'est la stratégie favorite de Mazzulla, c'est comme ça qu'il protège bien le panier. Et puis là, une action assez simple pour obtenir un switch, on va au panier. Mais Evan Mobley rodé par là, donc là voilà, très très simple, hein. On a Mobley qui est en défenseur principal avec sa mobilité de Jaylen Brown, donc simple écran pour obtenir un switch, c'est fait. Voilà, Nemaskita amène dans l'action George Niang, donc George Niang en premier rideau, c'est pas top, on s'écarte, tout le monde s'écarte. Vous voyez à quel point Peyton Pritchard n'est pas à 3 points, il est même 3-4 pas derrière la ligne à 3 points. Pourquoi? Parce que en cas de drive et en cas de stunt ici sur le drive, justement quand Craig Porter Jr. va dézoner, ou s'il le fait, on a un shooter qui est largement ouvert, qui n'est pas ouvert ici, qui serait largement ouvert. Donc l'idée c'est un peu de s'éloigner le plus possible de la ligne à 3 points pour que le close-out soit compliqué. En l'occurrence, pas besoin puisque l'aide ne vient pas. Il va au panier, notre ami Jaylen Brown, mais sauf que Mobley est par là. Il affecte l'action et en plus il prend le rebond par-dessus Nemaskita, donc parfaite action de la part de Mobley ici. Puis de nouveau pick and roll Jaylen Brown ici même, et je crois qu'on est en zone justement. Je crois qu'on commence un peu à avoir peur de ce genre de switch. On passe en zone, regardez, donc zone 2 en haut et 3 en bas, et en plein milieu de la zone évidemment notre ami Evan Mobley pour le panier. Donc forcément les pick and roll vont pas être traités de la même manière, hein. Vous voyez que en fait c'est juste la ligne de 2 ici qui reste en haut, qui ne bouge pas, et le problème c'est ça. Le problème c'est hop, le 3 points de Pritchard qui vient mettre à mal cette zone. C'est toute la problématique d'une défense de zone, hein, qui a des avantages, qui a aussi des inconvénients. Un des inconvénients, c'est entre les lignes, il y a de l'espace, et l'autre inconvénient, c'est que il y a un peu ce côté ambiguïté là pour Mitchell qui se dit mince, il faut que je gère 2 shooters côté faible. Pourquoi? Parce que Mobley se tient prêt à aider sur cette espèce de pick and roll ici, donc Mobley est au panier, et donc le côté faible, voilà, Mitchell peut pas tout gérer. Et donc le 3 points, c'est aussi l'ingrédient secret souvent pour faire exploser une zone. Mais bref, avançons. Ici, c'est Donovan Mitchell, pick and roll avec Evan Mobley. Boston switch, donc on a Jaylen Brown, et en fait, excellent mouvement de connecteur de Niang et excellent cut dans le dos de Craig Porter Jr. Voilà. Parfois c'est aussi bien. Il n'y a pas l'action principale qui va créer un décalage. Ici, le switch a totalement neutralisé ce pick and roll, mais juste le mouvement. Vous voyez que George Niang commence à courir avant même d'avoir la balle. Il commence son mouvement avant d'avoir la balle, ce qui fait que dès qu'il a la balle, il peut enchaîner, il attaque sa Mauser, et là encore, l'aspect de match-up où Nemaskita est sur un non-shooter, Craig Porter Jr., toujours pareil pour protéger le panier, sauf que là il se fait avoir sur le backdoor de Craig Porter Jr. qui va faire un très bon match, et ça fait partie de ses actions. En voici une autre après le pull-up à 3 points, le cut dans le dos. De l'autre côté, pareil, Sam Merrill, on a switché sur Jaylen Brown, et on va essayer de l'attaquer, pull-up et panier. Et c'est bon. Pour le coup, heureusement, il le met. Le pull-up est peut-être pas génial, mais quand même, face à un plus petit, c'est largement acceptable, hein, de se dire bon allez, on prend le pull-up. Et surtout, l'autre élément tactique, regardez, hop, c'est que on est arrivé à planquer Mobley sur l'aile ici. Et donc
théoriquement, si Jaylen Brown avait voulu driver jusqu'au panier, regardez à quoi ressemble l'aide en deuxième rideau. C'est le petit Porter Junior qui est bon en on-ball mais pas top en protection de panier évidemment. George Niang qui est pas top en protection de panier et Mitchell. Donc là, on a totalement affaibli la défense en deuxième rideau. Pourquoi? Parce qu'on a réussi à obtenir Mobley qui a switché sur Derrick White et Derrick White se met tout en haut. Donc en fait, isolation, ok, mais surtout isolation où le meilleur protecteur de panier adverse est éloigné du panier et ne pourra pas affecter l'action au panier. Ici, c'est pas Brown ne va pas chercher le panier, mais dans l'idée, c'était un peu ce côté placement stratégique offensif. Et puis là, l'action est neutralisée, le système est neutralisé de la part de Cleveland. Donc sortie d'écran ici, stack action pour Jaylen Brown. Mobley reste accroché cette fois-ci, on va pas switcher facilement. Et il y a une sortie d'écran pour Sam Hauser depuis le côté faible, mais Mitchell reste très très bien accroché pour le coup. Regardez, hop, je reste bien accroché. Sam Hauser qui est sur Al-Horford ne va pas switcher. Voilà, il n'y a pas besoin. Donc l'action est neutralisée. C'est pas grave, on enchaîne avec une autre action, un pick and roll. Cette fois, Mitchell switch sur Jaylen Brown. Est-ce que Brown peut arriver à l'attaquer? Plutôt pas mal, oui, en tout cas, il va au panier et il prend la faute. Voilà, pour le coup, j'aime bien cet aspect-là de j'ai un plus petit sur moi, je vais quand même essayer de jouer un peu de la puissance. C'est ce qui est fait ici, j'insiste, et je vais dans la raquette, prendre le flotteur et la faute. Donc voilà, c'est un peu ce jeu hein, des Celtics qui sont une attaque très bien huilée, la meilleure de NBA ou pas loin en tout cas. Première action qui ne marche pas, mais c'est pas grave, ça flow sur une autre action. Un pick and roll pour un switch. Les Cavs vont switcher et Jaylen Brown va l'attaquer assez facilement ici. Et de nouveau, vous voyez que à quel point est-ce que Mobley, qui donc sur l'écran ici switch sur Sam Hauser, bon bah il est trimballé dans le périmètre. Et donc il ne peut pas revenir protéger le panier dans la raquette, etc. etc. Donc ça fait tout autant partie de la stratégie de Boston d'éloigner Mobley du panier, d'éloigner Jarrett Allen du panier, etc., etc. Et puis là, Mobley, un système pour lui, sortie d'écran, pin down en plein dans la raquette, un flotteur par-dessus tout le monde et le toucher de balle. Voilà, ça fait plaisir. On voit un peu les progrès offensifs hein, de Mobley. Ici, où on a un play call offensif carrément pour lui. Donc un écran qui est posé. D'ailleurs, notez au passage, il n'y a plus Nemaskita, mais c'est toujours le pivot adverse. Donc c'est toujours Al-Horford qui défend le petit Craig Porter Jr. alors que c'est un mismatch, mais c'est pour dans le but de faire le roaming, de le faire rôder au panier. Vous avez compris. Sur l'écran, ça ne switche pas. Et donc Mobley, juste avec sa longueur de bras qui shoot par-dessus tout le monde. Un bon petit système, un bon petit play call pour le toucher de balle et le flotteur de Mobley. Mobley toujours sur Jaylen Brown. Donc un écran pour sortir de ce match-up. Et de nouveau, vous voyez, une fois que Derrick White obtient Mobley, il se met sur l'aile. Il se met pas proche du panier, il se met pas ligne de fond, il se met sur l'aile comme ça. On affaiblit le deuxième rideau. Et de l'autre côté, Jaylen Brown va attaquer Sam Merrill qui a switché sur lui. Il y va le plus possible en tout cas. Voilà, il va proche du panier. Ça ressort quand l'aide vient au panier et 3 points. Là, pour le coup, nickel, assez impeccable cette action de la part de Boston et de Jaylen Brown. Le placement du pivot adverse dans le périmètre. L'attaque de Brown qui se contente pas du pull-up, qui insiste, il est patient. Il vient fixer 2 défenseurs. Donc, Porter Jr. coulisse un peu pour empêcher la passe sous le panier. Bonne lecture de Brown qui lit ça et qui se dit donc pas sous le panier, mais à 3 points, c'est ouvert. Excellent kick-out de la part de Jaylen Brown. Excellente action en général. Là, ici, Mitchell qui a obtenu Sam Hauser après un switch. Donc il dit à notre ami George Niang de se placer dans le corner comme ça. Regardez, ici il lui dit vas-y, va dans le corner comme ça. Quand Derrick White va venir aider sur mon drive, peut-être qu'il y aura un 3 points à une passe près. En tout cas, c'est l'idée. Sauf qu'il n'y a pas d'aide, donc il peut pénétrer milieu de la raquette, prendre son flotteur. Juste du 1 contre 1, classique. Classique de chez classique, et puis on repasse de l'autre côté, 34-39, Boston, toujours en contrôle à plus 5 en milieu de deuxième quart-temps. Jaylen Brown qui obtient une nouvelle fois Sam Merrill, je les confonds un peu, les 2 shooters. Mobley est coincé dans le périmètre, donc il peut pas aider. Et une nouvelle fois, Jaylen Brown qui en profite pour, comme la raquette est dégagée et comme Mobley est coincé dans le périmètre, hop, regardez, et j'insiste, j'y vais à coup d'épaule, j'insiste, plutôt que prendre le pull-up, j'insiste à coup d'épaule, dans la raquette, à 2 mètres du panier, le flotteur, c'est génial. Vraiment impeccable de la part de Jaylen Brown pour l'instant sur ce match. Ici, cette fois, vous avez vu, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher un autre, on va pas chercher Sam Merrill, on va chercher Craig Porter Jr. qui est un meilleur défenseur, mais pareil, Peyton Pritchard qui se met sur l'aile pour éloigner notre ami Mobley. Et là, vous avez vu aussi pourquoi est-ce que c'est intéressant de se tenir très loin de la ligne à 3 points. C'est que ça donne un avantage. On parlait de ça tout à l'heure. Voici un peu l'illustration. C'est-à-dire qu'il se met non pas à 3 points ici, mais 1 ou 2 pas, voire même 3 pas au-delà de la ligne à 3 points. Comme ça, le close-out, quand Mobley dézone et il revient, voilà, il dézone, mais quand il revient surtout sur Pritchard, il y a plus de distance à couvrir. Donc, peut-être que le temps qu'il revienne, Pritchard peut commencer à attaquer. Et ce mini-avantage, hop,
Voilà, il arrive à pénétrer dans la raquette. Et le mismatch aussi, dont on va pas parler, en plein milieu de la raquette. Et alors Ford, il a beau avoir 58 ans, il lui reste quand même des beaux restes de, parfois, par-ci, par-là, du côté créateur qu'il avait avant. Un petit flotteur contre Georges Niang dans une raquette totalement dégagée, c'est génial. Et puis l'autre côté, même stratégie, même système, on va cibler Sam Hauser une nouvelle fois, voilà, Mitchell qui va cibler Sam Hauser. Une nouvelle fois, je rappelle pourquoi il y a un switch automatique, parce que on va pas laisser un pick and pop éventuellement à Georges Niang si on ne switche pas, si on faisait un 2 contre 1 pardon, sur le ballon. Donc switch veut dire de l'espace, on l'attaque. Et flotteur, alors cette fois il est loupé le flotteur, mais là encore regardez la configuration du terrain, bon on sait que ça va switcher, donc ok, mais qui est-ce qu'on met à une passe près de l'action côté Cavs? On a le meilleur shooter de l'équipe, Sam Merrill côté gauche, pardon, je me perds, et côté droit c'est Georges Niang. Donc en fait c'est deux shooters d'élite pour dissuader ici Boston de resserrer le terrain, de faire une aide ici, de représenter un obstacle, parce que soit Boston abandonne mais ça fait un 3 points ouvert, soit donc comme ici finalement Boston n'ose même pas aider et donc ça donne une ligne de drive totalement ouverte pour Mitchell. Et puis là de nouveau un switch, Porter Junior qui, comme il est défendu par un pivot, c'est lui qu'on implique dans l'action. Et là c'est un peu le contre-move aussi, hein, donc cette fameuse stratégie du safety où on essaie d'utiliser un peu le pivot sur un non-shooter. Le truc c'est que on veut garder ce pivot off-ball proche du panier, et donc le contre-move des attaques en général c'est de dire si tu coinces notre ami Al Horford sur Porter Junior, nous on va impliquer Porter Junior sur l'action, et comme ça Al Horford sera aussi sur le ballon et non pas en deuxième rideau. C'est un peu le contre-move classique, et en effet regardez, il est coincé dans le périmètre après le switch et donc il n'est pas proche du panier, donc on a totalement réussi à neutraliser cette protection de panier, et Georges Niang peut attaquer Jaylen Brown en post-up sans qu'il y ait une aide, puisque le pivot est coincé dans le périmètre. Là pour le coup un peu décevant, hein, parce que notre ami Jaylen Brown qui avait réussi à stopper complètement Luka Doncic en finale NBA, là il se fait avoir par le simple Georges Niang, donc pas très bonne défense ici hein, pour Jaylen Brown. Et puis on avance, vous voyez à quel point on est sur une bataille stratégique de positionnement de un tel, les stun beaters, le safety, le positionnement du rim protector adverse, etc. Et puis là pareil, Ty Jerome sur le terrain qui est sur Jaylen Brown. Alors pourquoi il y a peut-être eu un premier switch, je ne sais pas. En tout cas, Ty Jerome sur Jaylen Brown, on fait venir Garland, voilà, on implique les deux plus mauvais. Les deux plus mauvais défenseurs de Cleveland, en tout cas les deux plus petits, ils vont switcher. Et pareil, quand ça dézone ici de la part de Ty Jerome pour venir un peu boucher le terrain, pour empêcher le drive, excellente lecture, très belle réactivité de la part de Jaylen Brown qui va kick out ce ballon pour un 3 points en catch and shoot. Voilà, ça c'est le vrai Boston qu'on aime. Le Boston qui prend des catch and shoot plutôt que des pull-up, et le Boston qui, sur les actions d'avant, arrivait à aller jusqu'au panier. Et puis pareil, hein, je ne sais pas si vous avez vu, mais je précise également, l'homme qui est sous le panier, c'est Niang. Vous voyez que Tatum se met dans le corner, comme ça, Jarrett Allen ne peut pas totalement venir aider, ou alors s'il le fait, c'est un peu dangereux de laisser une passe à une passe près de l'action. Un excellentissime shooter ouvert dans le corner, qui est Jason Tatum. Donc voici, Boston commence à s'échapper avec ses 3 points, 46-38. Il reste 4 minutes et demie dans ce second quart-temps. La balle à Ty Jerome après l'action, hop, ici, sortie d'écran. Il y a Derrick White sur lui, donc on se dit, mince, Derrick White, c'est pas un bon défenseur. Donc petite action, sortie d'écran, sauf qu'à la fin, il se retrouve avec je roule l'idée. Voilà, c'est aussi l'avantage hein, de ce Boston qui avait des atouts assez exceptionnels, et même quand ça switch, en fait, c'est un bon défenseur pour un autre. Mais cela dit, vous avez vu, Ty Jerome qui va driver, il va arriver à fixer juste assez. Quoique même pas, en fait c'est juste Niang qui met un tir compliqué. Voilà. Niang qui vient sauver la possession avec un tir, non pas un pull-up, mais un tir à 3 points largement contesté, sans espace, mais il le met quand même. Donc 41-48, nos amis des Cavs s'accrochent un peu tout de même. Ici, l'action n'a rien donné, vous avez vu. Hein. Système en horns, 1 tout en haut, 2 en tête de raquette, 2 dans les corners, voilà. Entry pass ici même, et l'action classique du split, on a parlé tout à l'heure d'ailleurs sur le décortiquage Lakers Orlando, si ça vous intéresse d'aller voir, publié plus tôt dans la journée à midi. Ici même, regardez, le split, un écran pour Mitchell qui en fait, soit pour que Garland sorte, soit sinon pour glisser l'écran et avoir un cut au panier, sauf que Jaylen Brown veille au grain, il n'y a pas de switch, donc il n'y a pas de cut au panier cette fois-ci. Ça ressort, on va tenter autre chose, reste 12 secondes à l'horloge, pick and roll pour impliquer Al Horford, c'est fait, et cette fois, fin de possession, on l'a dit tout à l'heure, hein. D'habitude il aime bien faire des drops, sauf qu'en fin de possession, on switch, on fait pas un drop, comme ça, on laisse le mismatch, mais il reste pas tant de temps que ça pour l'exploiter, et en plus, excellente défense de la part de Al Horford, ici même. Et c'est vraiment,
Pour le coup, la saison 2024 avait été un peu décevante, la régulière en tout cas pour Horford. Heureusement, il avait fait des bons, excellentissimes playoffs 2024. Mais là, sa régulière 2025 a été, je trouve, de très bon niveau à Horford. Ça coulisse, ça saute, hop, et ça vient même contrer le ballon à la fin. Et on retombe un peu sur la problématique aussi de à quel point les Cavs ont cette force de frappe sur un contre 1 face à des switch et des switch all. À quel point est-ce qu'ils vont être capables de punir ça. On verra aussi peut-être en playoff 2026, éventuellement, pour ce cycle des Cavaliers. En tout cas, on enchaîne de l'autre côté. La défense de Boston qui arrive à très bien coulisser un peu partout et donc marcher en fin de possession par Mobley. Alors que se passe-t-il ici? On tente un pick and roll entre les deux, entre Mitchell et Garland. Voilà, on obtient le switch. Sauf qu'on n'arrive pas ensuite à servir ce pauvre Mitchell, il n'arrive pas à avoir la balle. Donc Garland reinsiste de l'autre côté, on drive, Ty Jerome aussi, mais Ty Jerome aussi doit faire face à Derrick White, donc un peu compliqué. Et au final, le 1 contre 1, j'inclus un peu Mobley dans cette conversation du 1 contre 1. Jarrett Allen non, parce que c'est pas du tout un créateur, mais c'est vrai que pour moi, Mobley, Garland et Mitchell, quid de ce côté, création de 1 contre 1 face à des switch all ou même 1 contre 1 tout court. Et puis là, un système très classique de Boston qui font beaucoup avec Mazzulla sur une remise en jeu ligne de touche. Un post-up de Holiday et une sortie d'écran en même temps. En l'occurrence, ici, le post-up est couvert. Regardez à quel point Ty Jerome a lu il était présent, Ty Jerome, sur la session, la film session avant pour préparer le match. Donc, il couvre bien le post-up. Le problème, c'est la sortie d'écran. Voilà. La sortie d'écran et Mobley qui passe sous les écrans. Donc, Jaylen Brown ouvert à 3 points. Bingo. Encore un 3 points et Boston s'échappe à plus 13 désormais en cette fin de deuxième mi-temps. Ça commence à faire un sacré écart. De nouveau, vous avez vu, de nouveau l'avantage d'avoir Tatum sur Jarrett Allen, c'est que le pick and roll avec Jarrett Allen peut être switché et donc pas de décalage sur ce Ty Jerome Jarrett Allen qui a fait des dégâts toute la saison à Cleveland. Mais là non, on switch, donc il n'y a rien à trouver. Et puis même un switch ensuite, pareil sur Mitchell, mais heureusement Mitchell est capable de mettre le pull-up face à ce switch. Peut-être l'erreur ici, c'est que en switchant, il le fait pas assez agressivement. Tatum, il reste un peu bas sur ce switch. Donc en effet, il y a cette poche d'air pour Mitchell de dégainer le pull-up à 3 points. Et donc, boum, on recolle à moins 10 à peine plutôt que moins 13, 44-54. Et puis Jaylen Brown, toujours lui, qui va chercher le mismatch et qui va faire une très belle passe. Plutôt très bon match de la part de Brown pour l'instant au niveau du passing surtout. Donc le switch pour se défaire de Evan Mobley qui est sur Jaylen Brown. Ça switch de manière un peu automatique aussi. Pourquoi? Parce que 2 sur le ballon voudrait dire un pick and pop ouvert tout seul de Derrick White. Donc on switch, mais le compromis c'est le 1 contre 1. Et encore une fois, ce mismatch, il va l'attaquer, coup d'épaule, jusqu'en dans la raquette, et là il vient même fixer l'aide qui arrive, et une fois que l'aide est là, hop, je libère sous le panier, avec même un aspect de manipulation de défense de l'autre côté, puisque quand Jarrett Allen vient aider, notre ami Mitchell coulisse, et là, Jaylen Brown qui fait pas la passe directement, puisque Mitchell est en train de ressortir, donc très belle, hop, il attend une demi-seconde de plus, et je trouve à l'intérieur, donc Mitchell qui se fait avoir, qui a été manipulé par ce passing de Jaylen Brown, c'est génial. 56-44, 3 points de Derrick White, et là, voilà, la Boston qui va commencer un peu à s'échapper grâce à des 3 points et du shot making à 3 points. C'est aussi pour ça, c'est dans les mauvais jours, on n'aime pas ce Boston qui prend trop de 3 points et ça marche pas. Dans les bons jours, quand ça tombe assez régulièrement, il y a ce côté, voilà, on empile les 3 points et on s'échappe plus facilement. Et puis en plus, là c'est un jeu de main à main. Et donc on trouve un peu le pull-up comme contre-move au switch. C'est-à-dire que on va changer sur l'écran côté Cavs, un switch, mais ça dégaine le pull-up pile au milieu de ce switch, pile au moment où Garland a abandonné Derrick White, mais avant que Ty Jerome ne soit encore monté et n'ait pris la responsabilité de Derrick White. Donc voilà, le pull-up à 3 points en tant que contre-move du switch pile au milieu, dans ce laps de temps très très court mais très ambigu en termes de match-up, de qui est sur qui. C'est parfait, bien exécuté pour un top shooter à 3 points. Derrick White qui a mis son 3 points, donc 59-54 cette fois pour Boston qui commence à être devant. Et là encore, on obtient, hop, simple isolation. Garland, hop, on obtient toujours l'idée sur isolation. On n'arrive pas à punir sur le pull-up, un peu dommage. Voilà. Et de l'autre côté, juste une erreur sur la zone qui donne encore un 3 points. Alors ça commence à faire mal. Mais là, on retrouve la zone, donc la zone 2-3 dont on parlait. Donc 2 en haut, les 2 petits, et 3 en bas. Le problème, c'est que Boston vient créer un surnombre assez facile. Et là, les Cavs sont complètement endormis sur l'action. Donc ce qui est la parade pour une zone, c'est de créer des surnombres à un endroit du terrain. En l'occurrence, là, le cut de Holiday fait que il vient dans le corner et vous voyez que Mitchell, il est en sous-nombre lui, pardon. Et donc 3 points faciles quoi. Là c'est vraiment une grosse erreur assez basique et il est pas content Kenny Atkinson, on l'a vu, il est pas content du tout de ceci.
Et puis cette fois, Garland toujours à la baguette. On va tenter le pull-up à 3 points. Voilà. Horford, début de possession, on fait un drop. On va rester un peu en retrait par rapport au niveau de l'écran. White est pris dans l'écran juste un peu. Step back, je prends le pull-up. Malheureusement manqué. Donc on reste à 62-48 pour Boston qui commence réellement à s'échapper de manière assez sévère. Ici, ça n'a pas switché. Mitchell sur Tatum qui essaie de coulisser. Il coulisse très bien. Mais Tatum qui va jusqu'au panier. Bon voilà, le tir est loupé, mais pour le coup, c'est quand même assez cool. Hein. C'est quand même assez cool ce que fait Tatum de ne pas prendre un tir lointain et d'aller jusque dans la raquette. C'est juste que cette fois-ci, regardez, on n'a pas d'aide qui se déclenche. Donc il y a personne qui vient un peu désonner et abandonner un shooter ou un mec sous le panier. Donc Tatum est obligé de prendre un tir un peu compliqué par-dessus son mec et n'a pas réussi à attirer une deuxième aide qui aurait libéré quelqu'un. Et puis là, possession d'après, boum, 3 points. Cette fois, il va pas s'embêter. C'est-à-dire qu'on a un écran ici. L'écran d'ailleurs, erreur sur le switch. Et l'écran, pourquoi il y a erreur? Parce que l'écran est totalement glissé. Il n'y a même pas d'écran en fait. Il fait genre qu'il va poser un écran et finalement il se barre. Et donc le problème c'est que en ne posant pas d'écran et vu qu'il n'y a pas du tout de contact, Garland se dit mais mince, c'est pas un écran, donc je vais pas switcher, je reste sur mon mec vu que c'est pas un écran. Sauf que Mitchell s'était dit bah mince, moi je pense que c'est un écran, donc on switch. Donc bref, deux vont sur White, de l'espace pour Tatum, un pull-up totalement ouvert. Voilà, ça c'est aussi l'intérêt de pas toujours poser très bien l'écran et de faire des courses croisées, de faire des feintes. Là, en plus, regardez le petit truc subtil que fait White avec sa main. Il vient toucher avec la main, il vient toucher le dos de Mitchell. En fait, pour créer un espèce de contact. Et en effet, comme Mitchell ressent un contact, il dit bah oui, si j'ai un contact, c'est un écran. Et donc c'est qu'il faut switcher. Donc voilà, ça c'est aussi la petite filouterie classique sur les switch ou non switch.